Bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire sur l'acculturation data. Donc, pendant ces 45 minutes de webinaire, l'objectif, ça va vraiment être de vous donner les clés en main pour mieux comprendre et intégrer la culture de la donnée dans votre quotidien. Donc, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. On sera ravis d'échanger avec vous ou tout simplement d'appuyer sur le petit bouton en bas de votre écran. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Antoine. Antoine, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, donc je m'appelle Antoine, vous l'aurez deviné. Ça va faire 7 années, 8 ans que je travaille chez Limpida. J'ai commencé ma carrière en tant que consultant data. Et là, ça va faire 3 ans que je me trouve à la tête de notre équipe consulting, dont la mission, c'est justement d'accompagner nos clients sur leurs projets divers et variés, qui peuvent aller de la mise en place de solutions sur mesure à travers aussi des programmes de formation et d'acculturation. Donc, merci Antoine. Et puis donc moi-même, Assel Omari, chef de projet marketing. Donc ça fait maintenant un mois pardon, que j'ai rejoint Limpida. Et donc aujourd'hui, je serai là vraiment pour essayer de cadrer le webinaire et de faire en sorte qu'on soit dans les temps avant la fin. Donc pour bien démarrer, remettons un petit peu les choses dans leur contexte. Quand on parle d'acculturation data, Antoine, de quoi s'agit-il exactement? Donc, l'acculturation à la donnée ou l'acculturation tout court hein, est quelque chose qui va nous permettre justement de renforcer la compréhension et l'usage. Et bah, là, précisément vis-à-vis des données, on cherche à justement faire en sorte que l'organisation, donc à travers les collaborateurs, prenne conscience des enjeux et des sujets qui peuvent entourer l'usage des données. Le but à la fin, ce sera justement de faire en sorte qu'on arrive à induire un changement de mindset, c'est-à-dire que ce soit le COMEX ou d'autres collègues, chacun soit déjà conscient de l'importance des données, de la valeur que ça peut ajouter au travail que l'on fait, mais qu'il soit capable aussi justement de les exploiter correctement. Les exploiter correctement, ça veut dire en fait savoir les questionner, les interpréter, puisque si je me rends compte que mon chiffre d'affaires a fait x2, c'est évidemment une très bonne nouvelle. Encore faut-il s'assurer que ce soit un réel x2 et non pas une coquille quelque part dans le process. Et donc, on parle de process et l'acculturation passe justement par des sessions de formation, mais se fait accompagner également d'outils et process structurés et structurants. Pourquoi? Parce que tout ce qui est documenté, tout ce qui est cadré va nous permettre aussi de répéter les mêmes actions et d'en mesurer leur impact. Je te remercie Antoine, mais du coup, quel type d'approche on pourrait adopter? Alors, ce dont on va parler aujourd'hui sont trois approches qui sont complémentaires, qui ne sont pas les seules, hein, évidemment, mais qui sont au moins trois qui ont fait leurs preuves par le passé. Et le but, c'est justement d'arriver à sensibiliser, à culturer l'ensemble de l'organisation, mais ce qui veut dire aussi qu'il va falloir qu'on s'adapte à plusieurs niveaux d'apprentissage. C'est pas exactement pareil si je parle à des data engineers qui font ça depuis 15 ans, vis-à-vis de, par exemple, une équipe de comptables qui sort seulement de l'ère stylo, papier et calculette, si on tire un peu le trait à l'extrême. Et on a justement trois piliers qui sont donc dans un premier temps la sensibilisation, où là, le but, c'est justement de comprendre l'enjeu. Et donc, l'enjeu, dans ce cas-là, c'est quoi? C'est de dire, en fait, je manipule des données, donc déjà, dans un premier temps, elles doivent être justes et à jour, mais surtout, je dois également les protéger. Pour citer l'exemple le plus courant, et là, on peut faire des formats différents, par exemple des conférences, on peut faire des témoignages, on peut faire des ateliers, on peut même faire des business games. Le but étant justement de créer une interaction, de créer un échange, et aussi, à travers des exemples concrets, justement, arriver à atteindre ce niveau de sensibilisation qu'on n'a pas encore aujourd'hui. On a un deuxième maillon qui est la formation, puisque mine de rien, on dit acculturation, donc ça peut sembler flou, mais acculturation, ça veut dire également qu'on a besoin de développer, de créer des compétences. Et des compétences en la matière, c'est notamment déjà savoir d'où viennent les données, comment est-ce qu'elles sont transformées. Ça ne veut pas dire qu'on doit tous savoir faire du Python du bout des doigts. En revanche, avoir une vague idée de ce à quoi ça ressemble à minima, je pense que c'est très important pour justement aussi pouvoir se rendre compte, en fait, quand je demande à quelqu'un de transformer la donnée, qu'est-ce que je demande précisément? Je ne demande pas un coup de baguette magique, mais je demande justement du travail, de l'analyse et de la compréhension de fond. Pour arriver sur le troisième pilier, qui est la mise en pratique, puisque, à nouveau, mais ça je pense qu'on l'a tous vécu à l'école, les séquences théoriques sont très intéressantes, on en apprend beaucoup. En revanche, si on n'a aucun cas d'application, c'est très dur aussi de faire en sorte que ça s'ancre et que on puisse en profiter encore dans beaucoup de temps, et surtout que ça nous serve dans notre quotidien. Et donc là, les différents formats peuvent être d'un côté des partages d'expériences. Donc aussi, si on a, admettons, une équipe qui vient de se faire qui viennent de passer une formation, pourquoi pas aussi raconter dans quelle mesure ça les aide dans leur quotidien, tout comme on peut également créer des communautés où là, tout simplement, j'ai une question, j'ai un problème, j'écris,
Et j'ai en face de moi une communauté composée de mes collègues qui peut idéalement me répondre ou à défaut de savoir me répondre, m'aiguiller. Le but étant justement de faire en sorte que ce qu'on a appris ensemble, ce sur quoi on s'est formé, on sache le remettre dans son cadre, dans son contexte et surtout l'appliquer à notre cas réel. Je te remercie, Antoine. Donc, de nombreuses entreprises aujourd'hui se lancent dans des initiatives autour de la culturation data, mais les résultats, ils sont pas forcément au rendez-vous. Selon toi, quelles sont les raisons principales de cet échec? Alors, on a noté 8 raisons, mais qui sont à nouveau pas exhaustives, hein. Ce sont celles qu'on retrouve le plus souvent, avec une première majeure, qui est le one size fits all, c'est-à-dire qu'on a défini un programme de formation, tout le monde passe par le même. C'est rarement quelque chose qui va nous amener beaucoup de succès. Pourquoi? Parce que déjà, le contexte de l'utilisation des données n'est pas forcément le même. Si je suis, admettons, contrôleur de gestion, je vais m'en servir en grande partie pour automatiser des process et à la fin faire du reporting. En revanche, si je suis dirigeant, idéalement, les données vont me permettre de fonder mes décisions dessus. Donc déjà, mon interaction n'est pas la même, ce qui veut dire aussi que le contexte de ma formation devrait logiquement ne pas être le même. Après, on a un deuxième sujet qui est justement la maturité de départ. Donc, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, donc d'un côté des data engineers qui font ça depuis des années, vis-à-vis une équipe qui est au tout début du voyage, si je raconte aux data engineers que faire en sorte de stocker ces données correctement, c'est important, ils vont me dire, bon, bah d'accord, qu'est-ce que tu as à nous apprendre? Tout comme à l'inverse, si je commence par du machine learning avec une équipe qui est au tout début du voyage, je vais rapidement les perdre. Et donc, l'enjeu, ce sera dans un premier temps de faire en sorte qu'on arrive à adapter au mieux notre programme de formation. On a un deuxième volet qui est le manque de soutien des dirigeants, puisque là, on parle justement de programmes de formation, acculturation, donc ça vient en plus de notre quotidien. Si je sens que mon top management n'est pas impliqué dans la démarche, je peux rapidement me dire, mais à quoi bon le faire? Donc, on a aussi besoin d'avoir un soutien et un appui actif de la part des dirigeants. Je reviens sur le troisième pilier de ce qu'on a vu tout à l'heure, l'absence d'application concrète. Il faut également faire en sorte qu'aujourd'hui, ce que l'on fait en termes de programme soit cohérent aussi avec les actualités de la société. Donc, je prends un exemple terre à terre. Si on fait aujourd'hui tout un programme de formation autour de l'intelligence artificielle, ce sera très intéressant. En revanche, si dans ma société, on sait que d'ici 5 ans, ce sera peut-être le moment le plus tôt où on va pouvoir travailler l'IA, ben là, on est carrément trop tôt, puisque, en fait, on va former nos collègues sur quelque chose dont ils verront pas le jour avant un certain laps de temps. Après, on a un autre volet qui est un grand classique dans le genre de projet de transformation qui sont les résistances au changement. Donc, on est toujours conscient que ça va exister, mais on a très facilement fait de dire, mais mes collègues, ils sont tous ultra ouverts, ils ont tous envie d'évoluer. Si on sous-estime cette résistance, on peut se retrouver à des freins qu'on n'avait pas anticipés. Donc, dans ce cadre-là, je recommande toujours d'être un peu plus pessimiste que ce dont on aurait envie de l'être, on va dire, de prime abord. Et on va arriver sur donc, les deux avant-derniers qui sont l'approche trop théorique. Donc, à nouveau, faites du concret, trouvez des use cases, quitte à faire des hackathons, faire quelque chose, mais tout ce qu'on apprend ensemble, il va falloir à un moment donné le mettre dans un contexte réel et dans un contexte business. Et on arrive à la fin sur le suivi, l'accompagnement à travers les indicateurs. Donc, comme toute mesure que l'on met en place, hein, si vous lancez un nouveau produit, vous allez très rapidement mesurer sa pénétration sur le marché. Le programme d'acculturation, c'est la même chose. On le met en place, on le réalise et on mesure justement son impact. Alors, c'est plus dur de mesurer que de compter son chiffre d'affaires, c'est sûr. Mais par contre, si on se met autour d'une table et qu'on réfléchit, je suis certain qu'on va pouvoir trouver des KPI clairs qui vont nous permettre justement de mesurer le avant-après et voir si on a bien obtenu l'effet que l'on cherchait. Et dernier point, manque de suivi d'accompagnement. Ce genre de programme ou d'action ne doivent jamais être, on va dire, une action de pointe qui se fait à un instant et qui ne se répète pas. On a besoin d'avoir quelque chose qui s'inscrit dans le long terme pour justement continuer à, à amorcer la pompe. Maintenant, le but, c'est pas forcément de faire une formation toutes les semaines, absolument pas. C'est de créer un programme et des relais sous forme d'ambassadeurs, de façon à ce que le sujet continue à vivre au sein de l'organisation, sachant que on voit par la pratique que les communautés fonctionnent souvent très bien, pour peu qu'on arrive à y mettre quelques personnes qui soient ambassadrices et justement actrices aussi du contenu, de façon à créer un échange et une montée en compétences qui soit à la fois commune, mais aussi stable dans le temps. Je te remercie, Antoine. Donc, on a parfois l'impression que la data est réservée aux experts. Pourtant, cette transformation, elle concerne bien plus de monde qu'on ne le pense. Mais du coup, qui devrait, selon toi, se sentir impliqué?
Alors, idéalement, j'ai envie de dire, la data concerne tout le monde. Pourquoi? Parce que là, si on regarde un peu les 20 ans passés, je pense qu'il y en a de plus en plus tous les jours. Et donc, je peux me dire, soit j'en suis l'acteur, je comprends ce que ça peut m'apporter et j'en tire pleinement profit, ou alors je subis son arrivée et l'importance que ça prend, et je ne saurais pas forcément naviguer correctement dedans. Maintenant, je reviens à mon propos de tout à l'heure, qui est l'adaptation au niveau de maturité. On a évidemment donc une implication pour tout le monde, mais on a aussi une implication en fonction du niveau de maturité et du contact qu'on va avoir avec la donnée. Donc, je prends par exemple un opérateur à l'usine qui contribue à la finalisation du montage d'une voiture. Il a forcément une interaction avec les données pour gérer le stock, les pièces disponibles, les pièces en rebut. En revanche, c'est peut-être pas à lui qu'on va demander de construire un rapport dessus. Donc déjà, le niveau d'implication, il faut également l'adapter aussi aux personnes à qui on parle. Si maintenant on essaye de catégoriser un peu, on a un premier volet alors qui se trouve en haut à droite, mais qui est tout simplement les collaborateurs, c'est-à-dire que dans un premier temps, on adresse tout le monde. Pourquoi? Si on a envie, nous, en tant qu'organisation, d'évoluer, on ne peut pas se permettre de ne pas adresser certaines personnes puisque ça n'a simplement pas de sens. Si on regarde en revanche maintenant de façon un peu plus concrète, quelles sont les différentes catégories, ben, on a dans un premier temps les sponsors stratégiques, donc globalement les personnes qui décident de l'allocation budgétaire et des ressources. Eh bien en fait, je reviens à mon point d'avant, si notre direction n'appuie pas la démarche, on aura du mal déjà à la faire aligner avec la vision stratégique, puisque tout ce qu'on fait, ça doit venir soutenir le business et donc aussi permettre de mieux atteindre nos objectifs stratégiques. Et on a également besoin de donner de la légitimité, de la visibilité à la démarche. Donc, on va avoir besoin d'impliquer les sponsors stratégiques. Une fois qu'on a un sponsorship qui tient, eh bien, on va pouvoir s'adresser aux responsables de la transformation data, qui déjà aujourd'hui sont des garants et des ambassadeurs du sujet, mais qui vont justement nous permettre de donner vie, de donner un contenu au programme, et qui vont permettre de faire en sorte qu'on arrive à l'adapter correctement aux enjeux aussi qu'on aura distillés de la vision stratégique. Et une fois qu'on a donc obtenu un sponsorship et qu'on a construit le programme, et ben là, on va pouvoir passer à sa mise en place, où là, on va s'adresser à travers des relais opérationnels et des équipes techniques, bah, justement aux personnes qui vont pouvoir nous aider à faire fonctionner notre programme, puisque d'un côté, grâce au relais opérationnel, on va réussir à justement s'inscrire dans le temps. Donc là, dans ce cadre-là, des relais opérationnels seraient typiquement des key users, des ambassadeurs, des champions data. Vous trouverez le terme qui correspond à votre organisation, mais ça destine généralement la même chose, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est expert en la matière, j'ai besoin de demander, je sais à qui m'adresser, accompagner des équipes techniques qui vont d'un côté nous aider à mettre à l'échelle, donc à scaler tout ce que l'on va développer, mais qui vont apporter justement au champion data qui vient souvent du métier, le vernis technique, de façon à ce qu'à la fin, on ait en fait un fonctionnement qui soit rond et qui fonctionne sans trop d'interruptions, puisque d'un côté, j'aurais permis à mes relais opérationnels de monter en compétence sur la data et donc de mieux exprimer ce dont ils ont besoin, tout comme en parallèle, grâce à l'échange, bah, mes équipes techniques maintenant parlent compta, marketing et logistique sans problème. Et c'est là qu'on va réussir à mettre en place des use cases de façon pérenne et efficace. Merci beaucoup, Antoine. Mais du coup, une fois qu'on a compris l'importance de la culture data, encore faut-il savoir où on se situe. Mais comment on peut évaluer pardon, son niveau de maturité en data literacy? Alors, il est évidemment important, comme pour tout voyage, de connaître son point A et son point B. Généralement, on sait où est-ce qu'on a envie d'aller, hein. Ça, c'est relativement simple. Savoir d'où est-ce qu'on part, par contre, ça, c'est pas forcément anodin au sujet de la maturité data. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas simplement mettre un thermomètre dans l'organisation qui va nous donner une valeur. Il va falloir essayer déjà d'analyser où est-ce qu'on en est. Ce qu'on propose là, c'est une structuration en 4 niveaux, qui à nouveau n'est certainement ni la seule ni exhaustive, mais qui en tout cas permet de bien, on va dire, cartographier les différentes étapes. Et on va partir donc du niveau 1, où on est data aware, puisque aujourd'hui on considère qu'il n'y a plus de société qui dit la data, ça n'existe pas, c'est un mythe. Si encore ça devait exister, je pense que le problème est un peu différent. Mais à ce niveau-là, on est dans une situation où nos données sont sous-exploitées, puisqu'on les traite beaucoup avec des extractions manuelles. Donc, je prends un exemple pratico-pratique. Si je sais que j'ai besoin d'une bonne demi-heure pour avoir accès à l'ensemble des données qui me permettraient de prendre une décision, eh ben, très rapidement, je vais me dire, je prends la décision comme ça et j'économise ce temps. Et surtout, on a très souvent peu ou voire pas de gouvernance autour des données, c'est-à-dire que j'ai besoin d'accéder à quelque chose, ben, je demande aux collègues qui gèrent, qui ne se posent pas de questions, qui me donnent l'accès. Évidemment, je grossis le trait,
Mais là, ce que vous sentez, je pense, dans mes propos, c'est que plus la société va grossir et plus on va amasser des données, plus ces sujets-là vont nous poser des problèmes, puisque d'un côté, on va travailler de façon manuelle, donc inefficace, d'un autre, on n'a pas de gouvernance centrale, et donc, le jour où je me prends un audit, ou tout simplement, je me pose la question de qui aujourd'hui est capable d'accéder quoi, eh bien, tout simplement, je ne sais pas y répondre, ce qui évidemment peut être très dangereux. On a un deuxième niveau qui est donc data informed, où donc là, on a commencé doucement à adopter des bonnes pratiques data. On a des outils analytiques, mais qui sont souvent limités dans leur interconnexion. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on va très souvent trouver l'équipe finance avec un rapport, l'équipe marketing en a un autre, l'équipe logistique en a encore un troisième. Ce sont des sujets qui sont idéalement liés, mais on est encore dans une limite où justement, d'un point de vue technique et d'un point de vue compétence, on n'a pas encore su lier ces données entre elles correctement. Et en plus de cela, très souvent, on dépend d'experts, c'est-à-dire que comme notre gouvernance n'est pas encore construite, elle continue à se structurer. Très souvent, on a une ou deux personnes au sein de l'organisation qui sont des experts des sujets, qui vont construire tout ce qu'on utilise. En revanche, si ces personnes partent, on a un réel problème de, de continuation. Ah, on a quelqu'un qui a levé la main. Alors. Donc, on va vous passer la parole, Elisabeth, dans un instant. Alors, attention, votre micro est encore coupé, mais dès que vous l'ouvrez, on va pouvoir écouter votre question avec plaisir. Il est coupé. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous. Donc, ma question, je suis désolée, je vous interromps peut-être au milieu de votre propos, mais est-ce que ces niveaux de maturité, vous les approchez par silo d'outils? Je m'explique, par exemple, est-ce que c'est un diagnostic que vous faites sur un ERP, par exemple, et que vous devez faire après sur un autre outil? Enfin, comment vous liez ce niveau de maturité avec les outils utilisés? Est-ce qu'il faut le faire comme ça ou est-ce que c'est déjà une erreur de le faire comme ça? Voilà. Voilà ma question. Je suis désolée, j'ai pas pu prendre le propos du début. Je suis désolée, j'ai eu un petit problème de timing. C'est peut-être quelque chose que vous avez évoqué auparavant. Donc, je suis désolée. Ma question, et j'espère qu'elle est pas hors de propos. Pas du tout, au contraire. Je pense que la question est très intéressante. Maintenant, la réponse, j'ai envie de dire, elle n'est pas nécessairement noire et blanche. C'est-à-dire que si on rentrait dans une logique où on passe par outil, en quelque part, ça veut dire aussi qu'on va faire une analyse de maturité par équipe. Puisque très souvent, on a une équipe, on va dire, cœur qui travaille autour d'un outil. Prends le RP, ça va être souvent les financiers, au moins pour la partie finance. Et après, on a des utilisateurs un peu plus éloignés qui sont aussi consommateurs du produit. Donc, ça peut être une bonne approche, sans aucun problème. En revanche, ça va quelque part nous mettre des zones d'ombre sur tout ce qui se passe en dehors de l'utilisation des outils. Donc, si votre question, c'est j'ai envie de savoir à quel niveau de maturité on est dans notre utilisation des outils, c'est une très très bonne approche. En revanche, si vous aviez envie justement de prendre la mesure de façon globale de où est-ce qu'on en est vis-à-vis des données, je pense que ça pourrait avoir le risque d'être un petit peu restrictif. Pourquoi? Parce que si je reprends un exemple où bah, je fais d'un côté une extraction de l'ERP, de l'autre, je regarde mon outil de prévision de la demande, ce process-là, on ne l'aurait pas. Puisque, D'accord. D'accord. Et si on est, par contre, oui, ça dépendra du niveau d'intégration peut-être. exactement. Non, on est d'accord. OK. Donc, disons que là, la question n'est pas nécessairement la même. C'est-à-dire que là, les niveaux que je vous présente sont évidemment très larges, hein. Là, on est sur quelque chose qui peut s'appliquer, je pense, à un grand nombre d'entreprises. Et c'est bien pour ça que je dis qu'ils ne sont pas exhaustifs. Maintenant, si on commence ce genre d'audit de maturité, eh bien, généralement, on commence par des choses larges comme ça. On essaye d'identifier là où il y a encore le plus de marge, et c'est là où on creuse. Puisque vous pouvez aussi avoir des disparités, ce qu'on rencontre assez souvent, et ça, je pense que c'est historique, hein, c'est que les financiers sont assez souvent parmi les plus matures, parce que c'est par nature un métier avec des données structurées, donc on y est confronté, on va dire, de façon naturelle, vis-à-vis d'autres équipes, je pense par exemple au commerce ou au marketing, où là, assez souvent, on a une disparité déjà dans la maturité. Donc votre approche permettrait aussi de faire ressortir ça et de voir comment est-ce qu'on peut soutenir justement les équipes, entre guillemets, en retard, je le mets bien entre guillemets, hein, pour justement grandir un peu dans cette direction. OK, et ça m'amène une autre question. Votre exemple là, si on a délibérément dans l'entreprise laissé une grande partie de la data et de la qualité de la data à certains acteurs,
Et donc, comment dire, et on ne demande pas à l'ensemble des acteurs d'être garantir la donnée. Et on favorise ou on travaille en transverse sur la mise à disposition des données. Est-ce que le niveau de maturité que vous avez là, il vaut aussi, voyez, enfin, je ne sais pas si je me fais bien, j'explicite bien ma question, mais on est aujourd'hui, nous, plutôt dans une organisation où, en tant que financier, on garantit la donnée, la qualité de la donnée, et on la met à disposition. Et après, on a bien sûr des acteurs sur lesquels avec qui on travaille, des partenaires IT pour mettre à disposition au mieux la data aux utilisateurs, aux opérationnels. Vous voyez, enfin, c'est l'approche, elle est un petit peu, elle est celle-là. Donc, dans quelle mesure ça s'applique, ça? Alors, bah, là, ce que vous êtes en train de dire aussi, c'est globalement, est-ce que j'ai la même maturité pour tout le monde ou pas? Je pense que la question, c'est plus ou moins ça, si j'ai bien compris. Oui, d'une part, non, et d'autre part, qu'on a déjà rendu des acteurs responsables de la qualité de la donnée. Déjà, parce qu'en entrée, hein, garbage in, garbage out, donc il y a aussi, comment dire, alors je ne sais pas, vous l'avez peut-être évoqué auparavant, c'est qui garantit la qualité de la donnée? Parce qu'avant son utilisation, c'est déjà garantir sa qualité. Oui, tout à fait. Et ça, enfin, je ne sais pas comment il faut le lire dans votre niveau de maturité là. Alors, disons que en fait, dans les niveaux de maturité, alors on va y venir par la suite, mais ce qui va être important aussi, c'est de justement dire là ce qu'on essaie de mesurer, c'est le niveau de maturité d'une organisation, et donc c'est la somme des pièces qui la composent. Quelque part, si on mène le propos jusqu'au bout, et là ce que vous dites, c'est justement en fait que j'ai des acteurs qui ont des rapports différents à la donnée. C'est-à-dire que je peux être, admettons, ingénieur commercial, ça veut dire que au moins pour le rapport qui va me restituer mon chiffre d'affaires, je suis simple consommateur. C'est pas à moi ni d'enregistrer la commande, ni de vérifier sa justice. Moi, quand je me connecte, je veux voir pour un client Tartampion combien de chiffre d'affaires est-ce que j'ai fait. Donc ça, du coup, c'est une partie de mon travail où la maturité qu'on va me demander, c'est justement de savoir qu'il peut potentiellement y avoir des erreurs. Si j'ai un client qui, depuis 10 ans, m'a rien commandé et là, soudainement, j'ai du chiffre d'affaires, ça devrait moi me mettre la puce à l'oreille si je n'ai pas eu d'interaction par le passé. Tout comme à l'inverse, si je reprends mon exemple de l'ingénieur commercial et que je pense donc à l'outil CRM dans lequel je renseigne des visites, des opportunités, où là je suis moi producteur de la donnée, et ben dans ce cas-là, j'ai évidemment un rapport différent qui va me demander, on va dire, une proximité différente à la donnée et à la manière dont je travaille avec. En matière de maturité, en revanche, ça revient globalement à la même chose, puisque à partir du moment où on est arrivé au niveau 3, et je vais l'expliciter par la suite, ça veut dire qu'on a une gouvernance en place qui régit également la manière dont j'interagis avec les données. Et il y a un côté où bah, si je fais partie de la communauté d'experts, par exemple, du CRM, il y a de bonnes chances que j'ai contribué à la mise en place de cette gouvernance. En revanche, si je pense au domaine métier plutôt finance, et ben là, je suis plutôt consommateur des règles, puisque c'est en dehors de mon métier. Et donc, j'ai besoin d'avoir le même niveau de maturité, c'est-à-dire comprendre que c'est important, comprendre que c'est important que ce soit appliqué. Par contre, j'ai peut-être une implication différente vis-à-vis de la définition et de la production de ces éléments. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Elisabeth? Oui, c'est plus clair pour moi. Merci. Parfait. Merci pour votre intervention. On va donc vous remettre parmi les participants. Si vous avez envie, par contre, de réintervenir, n'hésitez pas à lever la main. Merci beaucoup. Et donc, pour continuer, on avait donc le niveau 2, où là, on arrive justement avec un moment où on est dans une adoption partielle, nos outils sont existants mais un petit peu limités, et on est en train de construire seulement notre gouvernance. Quand on arrive au niveau 3, Data Driven by Design, et là je reprends également la question d'Elisabeth, en fait, by design, ça veut dire qu'on a réussi à organiser notre organisation de façon à ce qu'en réalité, fonctionner sans données, c'est quasiment impossible. Alors, évidemment, ça le sera, puisque on travaille avec des femmes et des hommes, mais dans l'absolu, ça le sera. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? On a une donnée structurée. Donc, ça ne veut pas simplement dire qu'elle est rangée dans des colonnes et des lignes. Ça veut dire qu'on sait qu'est-ce qui se trouve à quel endroit, qui a accès à quoi, et quelque part, on a, si on fait l'équivalent avec un outil, on aurait vraisemblablement un minima un data catalogue qui me permet de savoir comment gérer mes données. Nos métiers auront à ce stade également gagné en autonomie, puisque bah, en fait, on les aura formés et ils ont un accès, on va dire, fédéré aux données dont ils ont besoin. Et grâce à la gouvernance qu'on a mis en place, on sait justement gérer ce volet autonomie, qui d'un côté, évidemment, nous apporte beaucoup de valeur, puisque je suis rarement mieux servi que par moi-même. En revanche, dès que je dis je démocratise un accès,
il faut également le faire en application et en surveillance de règles connues et cohérentes. In fine, ça va nous permettre d'avoir des analyses avancées, puisque justement, moi, collaborateur, j'ai besoin de quelque chose, je sais où le trouver, je peux m'en servir, faire mon analyse. Et après, on va avoir le niveau, j'ai envie de dire, le plus élevé qui serait data-driven by default, où là, en fait, on dit, c'est même plus une question d'organisation, c'est plus une question de design. Là, on a réussi vraiment à ancrer une telle culture data que peu importe ce qu'on fait, on utilise les données pour nous aider. Ça ne veut pas dire qu'on donne les clés du camion à l'IA et on part en vacances. En revanche, ça veut dire qu'on s'appuie beaucoup dessus et que justement, on essaye de libérer un maximum de temps pour aller faire autre chose et justement de nous servir de la valeur que nous apportent les données plutôt que de les produire. Mais ce qui veut dire également que là, on a une gouvernance optimisée, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une logique où on arrive en permanence à adapter nos règles si besoin. On est dans une situation où on a beaucoup, beaucoup de choses qui sont surveillées en automatique. Et pour arriver à faire tout ça, on se sert évidemment de l'intelligence artificielle et de la prédiction. Maintenant, bémol sur ce niveau, puisque là, on en est encore un peu tôt. Je reprends ce que vous avez dit, Elisabeth, garbage in, garbage out. Si on a envie de rentrer là-dedans, ça veut dire aussi que nos données vont prendre une grosse, grosse, grosse importance dans ce qu'on fait, mais ce qui veut dire également qu'il faut qu'on soit certain que nos données soient justes. Et c'est là où justement, on a besoin de passer vraiment profondément sur chacun des niveaux. Pourquoi? Pour en fait construire un peu comme une maison, nos étages 2, 3 et 4, sur une fondation qui soit la plus solide possible. Merci beaucoup, Antoine. Donc, tous les collaborateurs n'ont pas les mêmes besoins en matière de data, mais quels sont les parcours pour favoriser cette acculturation? Alors, on va trouver donc justement différents parcours. Donc, à nouveau, ce qu'on vous montre là, évidemment, c'est très large, mais ça condense l'esprit. Où là, le but, c'est justement, si on s'adresse à l'ensemble des collaborateurs, c'est de dire on a à minima besoin d'une prise de conscience, d'une capacité à interpréter un indicateur et d'un regard critique. Ce qui veut dire tout simplement, on arrive à sortir de la situation de simple consommateur, c'est-à-dire je regarde et je fais, à je regarde, j'analyse, je comprends, je me pose les bonnes questions, de façon à ce que justement, on ait une vraie interaction avec la data et qu'on ne soit pas sur YouTube où je fais défiler les vidéos et je profite du voyage, entre guillemets, si je tire un peu le trait. Dans les formats possibles, il y en a différents. On peut faire des webinaires, des conférences. Ce qui marche plutôt très bien sont des expériences immersives. À nouveau, l'échange et la réflexion commune amènent souvent à des résultats meilleurs. On peut également utiliser des ateliers de type fresque de la data. L'intérêt étant justement de faire en sorte que nos collaborateurs se parlent, échangent ensemble. Et c'est justement aussi la confrontation d'idées différentes qui devrait logiquement induire une montée en compétences commune. Puisque, si je prends l'autre exemple, si on est tous d'accord que la Terre est ronde, eh ben, en fait, notre formation, elle est finie au bout de 2 minutes, puisque là, pour le coup, il n'y a pas de doute et il n'y a pas de vision divergente à opposer. Si on regarde donc plus précisément les équipes métiers, donc là, on s'adresserait surtout justement aux personnes qui sont utilisateurs, créateurs des données. Il ne faut pas oublier, hein, même ce qui sort de notre ERP, ça ne tombe pas du ciel. Quelque part, il y a bien une personne, soit interne ou externe à l'organisation, qui crée les données qu'on utilise. Et dans un premier temps, on va passer par maîtriser les indicateurs spécifiques à son métier. Ça ne veut pas dire qu'on va, je reprends l'exemple des financiers, ça ne veut pas dire qu'on va leur réexpliquer ce que c'est un EBIT DA. En revanche, on va le remettre dans le contexte de notre activité, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi est-ce qu'on s'en sert et quel est l'intérêt de le regarder, de façon à déjà avoir une base commune. On va également explorer les différentes sources de données qui existent. Donc là, à nouveau, adapté à notre métier. Hein. Je ne suis pas sûr que pour l'équipe finance, l'outil d'exploitation de l'usine soit vraiment intéressant. Pour autant, ça peut être sympa de savoir que ça existe. Et in fine, on va justement essayer de renforcer l'autonomie sur des outils BI et analyse. Pourquoi? Parce que autant le socle commun, c'est-à-dire déplacer, mettre en forme, gouverner les données, on peut le faire en centrale, autant l'utilisation, c'est-à-dire mon rapport, le one size fits all, c'est compliqué. Donc, si on arrive à donner l'autonomie au métier, ils sauront se servir eux-mêmes. Vous verrez à droite les différents formats qui sont possibles, hein, mais là, à nouveau, tous les moyens sont bons. Il faudra réfléchir à celui qui colle et à votre organisation et à votre problématique. L'intérêt étant, à nouveau, qu'on crée de l'échange, qu'on crée une collaboration et qu'on essaye d'avancer ensemble pour atteindre notre objectif. Si on prend donc maintenant les experts data, donc là, on va leur soupçonner un niveau de maturité déjà assez élevé.
on va partir du principe que niveau compétences de base, ils sont plutôt très bien en route. Et bien là, ce dont on aura envie, en fait, c'est de faire en sorte qu'ils restent à jour. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les sujets data évoluent d'un point de vue technique quasiment tous les jours, hein. Si vous suivez un peu l'actualité autour de ChatGPT et ses petits copains, eh bien aujourd'hui, nos experts data, ils sont très bons aujourd'hui. Si on veut qu'ils soient bons encore demain, eh bien, on a besoin justement de faire en sorte qu'ils restent à jour, et en termes de connaissances et en termes de compétences sur les outils également. Et donc, pour ça, bah, justement, on peut faire des bootcamps, on peut créer des communautés de peer learning. Le but étant justement de continuer à les faire se former régulièrement de façon à ce qu'on reste sur les dernières technologies. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit mettre en place tout ce qui existe, hein. Ça ne veut pas dire non plus demain Microsoft sort un nouvel outil, il faut l'acheter de suite. En revanche, si mes experts techniques gardent un niveau de compétence qui soit à jour, au lieu de dire c'est trop cher, on ne prend pas, on pourrait l'analyser, prendre une décision informée, au lieu d'être, on va dire, tributaire du fait qu'on est tellement pris par le quotidien, on n'a pas le temps de se former, et donc on fait des approximations. Si on regarde maintenant le niveau COMEX et dirigeant, donc évidemment, ils font partie des collaborateurs, donc ils auront participé idéalement au premier niveau. Maintenant, leurs enjeux ne sont pas nécessairement les mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont forcément une grosse partie de leur mission qui va consister à se projeter. De quoi est-ce que notre société va avoir besoin dans 1 an, 2 ans, 5 ans? Comment est-ce qu'on peut avoir un avantage concurrentiel? Qu'est-ce qui peut nous permettre justement de soit devenir leader du marché, soit rester leader sur notre marché? Et là, justement, le but, ce sera de comprendre en fait comment la donnée peut, dans un premier temps, avoir un impact sur les décisions stratégiques. Donc déjà, comment est-ce que je peux mieux asseoir mes décisions sur quelque chose que j'aurais calculé de façon factuelle. Mais c'est aussi comment, en fait, montrer aux dirigeants où est-ce que la donnée génère de la valeur non exploitée. Parce qu'aujourd'hui aussi, dans beaucoup de sociétés, ce qui est quelque part normal, on a énormément d'activités où la donnée est produite comme un second produit. Ce n'est pas le but principal de ce que je fais. En revanche, exploiter ces données peut apporter soit de l'efficacité, soit peut-être même une meilleure approche pour rentrer sur un nouveau marché. Il sera donc important justement d'ouvrir l'esprit là-dessus. Pour, par contre, aussi un dernier sujet qui sont l'anticipation des enjeux d'éthique et réglementaires. Pourquoi? Selon le marché dans lequel vous naviguez, je pense typiquement au marché financier bancaire qui est hautement réglementé, le législateur est suffisamment sympa pour annoncer en amont ce qu'il a prévu de faire, sensibilisant les dirigeants aussi que aujourd'hui, beaucoup de nouvelles lois ont quelque part un effet secondaire sur le traitement des données. Donc, vaut mieux l'anticiper qu'en subir les conséquences. Merci beaucoup Antoine. Mais du coup, quand on se lance dans un programme d'acculturation, c'est pour avoir des résultats concrets. Quels indicateurs permettent d'en mesurer l'efficacité? Alors là, on a différentes catégories, donc au nombre de 5 qui sont à nouveau pas exhaustives, mais qui fonctionnent plutôt bien par le passé. Où là, le premier, c'est justement l'adoption, l'engagement. Puisque si en fait notre programme, il attire pas nos collègues, bah, ça va très rapidement tomber à l'eau, puisque si personne participe, eh bien, on sera tous les deux avec Asia à se raconter des choses certes intéressantes, mais ça perdrait assez rapidement de son intérêt. Donc là, on peut par exemple mesurer le taux de participation. On peut mesurer aussi le taux d'obtention des certificats e-learning, tout comme on peut par exemple aussi mesurer un peu le niveau d'interaction dans les communautés qu'on aura créées. Ce qui ne veut évidemment pas dire qu'on surveille le contenu des messages, puisque ça serait illégal et pas une bonne idée. En revanche, on a également un deuxième volet qui est la montée en compétences et l'autonomie, où là, pareil, on peut par exemple mettre en place des programmes de certification, soit internes, soit externes, et aussi mesurer en fait le nombre de collaborateurs qui se certifient. Là, je prends un grand classique. Pour Azure, il existe beaucoup, beaucoup de certifications, surtout du côté technique. Si on travaille sur Azure, pourquoi pas mettre en place un programme de certification et mesurer justement, parmi mes experts techniques data, combien de personnes se sont certifiées. Je dis volontairement se sont certifiées et non pas ont réussi, puisque ne pas être certifié, ça ne veut pas dire ne pas avoir les compétences. Malheureusement, souvent, ça veut dire ne pas avoir eu le temps ou ne pas avoir été incité à justement se certifier. Après, on arrive sur des volets un peu plus difficiles à mesurer, qui sont l'impact sur la prise de décision. Donc bon, on peut essayer de mesurer les parts de décision stratégiques qui sont basées sur la donnée, mais ça demande aussi une certaine rigueur. Il faut définir qu'est-ce que c'est une décision stratégique et comment est-ce qu'on arrive à les mesurer. En revanche, ce qui est toujours intéressant, c'est de regarder le taux d'utilisation des dashboards et des rapports analytiques. Pourquoi? Idéalement, si quelqu'un passe 1 heure sur un rapport, ce n'est pas pour voir le camembert bouger, c'est pour justement faire une analyse et en distiller une décision.
Tout comme on peut aussi voir le temps moyen de mise à disposition d'un rapport, typiquement le rafraîchissement après qu'il y ait une erreur ou le rafraîchissement tout court. Plus on est sur des rythmes courts, plus ça veut dire que les utilisateurs ont été demandeurs, et plus les utilisateurs sont demandeurs, plus ça veut dire qu'ils s'en servent. Et donc, on arrive, on va dire, à travers des relations de cause à effet, trouver l'information qui nous intéresse. Pour arriver à la fin sur la gouvernance et la collaboration, la gouvernance, c'est relativement simple, hein. On arrive à mesurer le nombre d'erreurs qu'on a rencontrées tout simplement, tout comme on arrive aussi à peu près à estimer combien de fois il a fallu rappeler les collègues à l'ordre. Et pour la collaboration, eh ben, en fait, déjà, combien d'ambassadeurs est-ce que j'ai? Combien de personnes font partie du programme? Et je peux également m'adresser à ma communauté des managers. Quel niveau d'engagement est-ce qu'ils ont? C'est-à-dire, est-ce que, bah, par exemple, en réunion de CODIR, est-ce qu'ils arrivent avec des tableaux, on va dire, basés sur un rapport, un outil qui est à disposition, ou est-ce qu'ils arrivent en disant, je pense que, c'est un peu flou exprimé comme ça, mais vous le verrez rapidement dans vos réunions, que si le programme fonctionne bien, vous allez de plus en plus sortir de je pense et arriver avec regarde ce que j'ai trouvé, je te montre. Merci Antoine. Enfin, pour que l'acculturation data ne soit pas juste un projet ponctuel, mais un véritable changement durable, quel levier faut-il activer? Donc, on est à nouveau sur le sujet de la pérennisation. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, idéalement, ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois avec une journée data, mais quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Et donc, déjà, une bonne première chose, c'est d'en faire partie, c'est de faire en sorte que les sujets data fassent partie du parcours de formation interne. Donc, la formation interne, on peut avoir plein de parcours différents, les langues, les métiers, peu importe. Mais intégrer la partie data et aussi dès l'onboarding, ça peut avoir un intérêt fondamental, ne serait-ce que pour me dire aussi, j'ai un nouveau collaborateur, dans sa semaine d'intégration, déjà, on va lui apprendre quels sont les outils à sa disposition, où est-ce qu'il les trouve et comment s'en servir. Ça semble anodin comme ça, mais quand on commence un nouveau travail, souvent, il y a beaucoup, beaucoup de choses en même temps, donc ça va beaucoup pouvoir nous aider. On va aussi essayer de développer un réseau d'ambassadeurs data. Donc là, on mélange les métiers, on mélange les différents niveaux et on fait en sorte justement de créer des relais qui sont porteurs du sujet. Très souvent, c'est aussi les personnes qui sont responsables du contenu, pas toujours, mais très souvent. Et donc, ça nous permet justement de propager davantage les sujets importants. Et ce que l'on peut faire également, et puis après, on va avancer puisqu'on vous enverra le contenu, on va essayer également d'intégrer la data dans les rituels de management. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que justement, bah, pourquoi pas dans des réunions qu'on fait régulièrement de suivi avec son équipe, intégrer justement un rapport dédié à cette réunion qui va nous permettre, basé sur les données, eh bien, de regarder l'impact des actions qu'on a prises récemment, comment est-ce que ça se manifeste, et à nouveau, orienter nos discussions autour d'une seule vérité qui est la donnée, plutôt que de dire, bah, alors moi je pense que, j'ai vu que, pour justement, bah, petit à petit, arriver à améliorer nos décisions. Et donc, à la fin, pour pérenniser, on vous a mis 6 moyens là, mais à nouveau, tous les moyens sont bons. L'essentiel, c'est à nouveau de créer de l'échange. Pourquoi? C'est l'échange justement qui nous fait réfléchir ensemble, qui nous fait opposer nos idées, qui nous fait une montée en compétences en permanence et qui devrait donc, par ce biais-là, nous permettre de justement pérenniser les résultats des actions qu'on aura mis en place. Merci beaucoup Antoine. Mais du coup, combien de temps il faut pour acculturer une entreprise? Est-ce que c'est plus un projet de court terme, de moyen terme ou de long terme? Alors, la vraie réponse, c'est évidemment que ça va dépendre de la société qu'on regarde. Si j'ai une dizaine de collaborateurs, il y a de chances que ça aille un petit peu plus vite que si j'en ai 10 000. Mais dans l'absolu, c'est évidemment un projet sur le long terme. Pourquoi? Si on cherche à le pérenniser, ce n'est pas quelque chose qui va pouvoir se faire en 2 jours de bootcamp. Je vais vous exposer quelques phases qui sont, selon nous, essentielles et qui devraient se retrouver dans tout programme d'acculturation, qui commence par une première, qui est le diagnostic, le cadrage. Donc, Elisabeth, je reviens aussi sur la maturité data, qui est là mise dans un contexte, on va dire, avec d'autres sujets, puisque, à nouveau, pour savoir comment aller au point B, il faut déjà qu'on connaisse le point A. Donc, on va commencer par justement cartographier les rôles et les besoins. Qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas? Est-ce qu'il y a peut-être un rôle qu'on aimerait avoir mais qu'on n'a pas encore? On va essayer aussi d'évaluer au mieux la maturité, c'est-à-dire est-ce que tout le monde sait déjà faire du Python et dans ce cas-là, on peut sauter le volet technique ou est-ce que, à contrario, aujourd'hui, on est tous encore dans une situation où c'est un petit peu flou de savoir d'où viennent les données pour justement aboutir avec des définitions d'objectifs et KPI. Donc, dès le début, on va se faire un fil rouge de où est-ce qu'on a envie d'aller et on va définir aussi quelques KPI qui vont nous permettre de mesurer est-ce qu'on a su y aller.
pour à la fin mobiliser les sponsors internes et pouvoir démarrer notre projet. Après, on va avoir une phase plus longue. Donc là, vous avez vu qu'on passe de 3 mois max à 9 mois environ, où là, le but, ce sera justement de lancer et de déployer. Donc, une fois qu'on a défini le fil rouge, on va commencer les premières formations. On va commencer aussi à mettre en place notre réseau d'ambassadeurs et on va accompagner le tout d'outils et de supports. Donc là, on est sur le volet vraiment formation et acculturation. Ce qui fera par contre, selon nous, le succès de cette phase sont les use cases concrets. C'est-à-dire, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, le but, c'est pas simplement de faire des slides pendant 2 ans sur un beau programme. Le but, c'est également de montrer de façon très concrète et très rapide les impacts que ça peut avoir. Et donc, fait toujours partie pour nous de ce programme d'acculturation aussi la production de cas d'usage concrets, ce qui peut être par exemple un nouveau rapport permettant des analyses. Ça peut être automatiser un process qui aujourd'hui est fait manuellement. On n'a pas besoin de faire tout de suite les gros process qui vont faire gagner des centaines d'heures de travail. On peut commencer par des choses qui sont suffisamment critiques pour avoir un intérêt, mais pas trop gros pour être amorcé rapidement. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on va arriver à créer de l'engagement et on va montrer à nos collègues que justement la démarche a du sens. Pourquoi pas aussi imaginer, on fait un premier cas d'usage sans aucune intervention de formation auparavant, on fait une formation, on fait un deuxième avec les mêmes personnes. Très souvent, vous aurez en retour, ah oui, en effet, je vois pourquoi il a fallu passer par cette case formation, ça m'a grandement facilité le travail. Pour à la fin, justement, arriver sur la pérennisation, l'ancrage. Donc là, on a marqué 12 à 24 mois, mais en réalité, c'est indéfini dans le temps. C'est-à-dire que idéalement, ça continuera, on va dire, de façon perpétuelle à vivre au sein de votre société, où globalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de notre programme ce qui a bien fonctionné, on va le généraliser. C'est-à-dire qu'on va le structurer, l'étendre. On va aussi faire en sorte de justement ancrer les bonnes pratiques. Donc, ce qu'on voit assez souvent, ce sont des choses qui se développent, comme par exemple le calendrier du manager, où là, on va avoir quelques points clés dans l'année avec des recommandations qui sont faites de ce qui serait pertinent de faire. On va essayer de mettre en place des événements plus ou moins récurrents, donc peut-être pas toutes les semaines, mais tous les 3 mois, pourquoi pas, où là, justement, on va prendre des sujets du moment, on va mettre des ateliers pour qu'on puisse travailler autour ensemble, et on va surtout faire en sorte que, justement, tout ce qu'on aura construit, ça continue à vivre à nouveau à travers l'échange et la collaboration. Eh bien, merci beaucoup Antoine pour ces riches informations. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, très rapidement sur Limpida Consulting, on a conçu une approche complète autour de… Antoine, est-ce que tu peux, s'il te plaît, passer à la… Je te remercie. Donc, on a conçu une approche complète autour de la culturation data, donc de l'évaluation de votre maturité data à l'élaboration de programmes sur mesure, en passant par des ateliers immersifs comme la fresque de la data. On va vraiment chercher à vous accompagner à chaque étape avec des actions concrètes et des KPI mesurables. On va vous aider à avancer et à ancrer durablement la culture data dans votre organisation. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous en faire part, à nous contacter directement via le formulaire de contact disponible sur notre site web ou à répondre directement à nos mails. Par ailleurs, donc on a également fait des livres blancs dans la culturation data, la gouvernance des données ou encore l'analyse des données. Et plein d'autres thèmes qui sont aussi disponibles du coup sur notre site web si vous souhaitez consulter l'intégralité de notre contenu et de nos offres. N'hésitez pas, donc voilà, comme j'ai déjà dit, à nous contacter. Et là, donc actuellement, il nous reste tout pile 5 minutes, on va dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à interagir directement avec du coup le petit bouton en bas de votre écran. Je vous remercie. Toufi, que vous arriverez dans un instant, il faudra juste penser à ouvrir le micro. Ah, parfait. Merci Antoine. Oui, bonjour, je suis arrivé en fin de présentation. Du coup, merci pour c'est assez constructif. C'est un peu ce qu'on vit, ce qu'on vit au quotidien. Pour prendre contact avec vous, pour le coup, c'est via. Est-ce que vous avez un mail? Alors, Vous allez nous réécrire par message suite à cette présentation. Exactement, ouais. De toute façon, vous allez recevoir tout le contenu. Pas de Il souci. suffit juste de répondre directement au mail et Parce que du coup, moi, je voulais juste échanger avec vous parce que bon, moi, là, je mets en place un programme de gouvernance là, dans la boîte dans laquelle je travaille.
Et c'est vrai que la complexité, on a déjà une organisation en place. La complexité, c'est qu'effectivement, on leur propose. Je pense que le fait que les KPI mesurables, le fait que ça, on n'arrive pas trop à les promouvoir, c'est qu'en fait, nos interlocuteurs ne mettent pas en pratique concrètement sur certains sujets de la culturation, ou que ce soit sur la qualité des données, que ce soit sur les use cases à chercher chez eux. Et c'est vrai qu'en fait, il y a pas mal d'éléments qui ne mettent pas en œuvre. Et du D'accord. coup, c'est vrai que vous, vos formats un peu ludiques avec, j'ai vu là ce qui était intéressant sur la fin, les fresques, peut-être voilà, les audios animés, mais par contre, voilà, moi je sais que nous en interne, ça nous demande beaucoup, beaucoup de temps. Mhm. Et du coup, il y a peut-être voilà, possibilité qu'on puisse se faire accompagner à moyen terme. Mais on reste en contact. En tout cas, merci pour la présentation. Ouais. Et donc, je viens de poster un lien dans notre chat, qui est Yes, simplement un formulaire de contact. Le mieux, ce serait que vous nous envoyiez un petit message et on vous recontactera dès qu'on peut. ça marche. Merci Antoine. Merci à vous. Alors, Elisabeth, ça va s'ouvrir pour vous dans un instant. Pensez à couper le micro qui est toujours mute par défaut et c'est parti. Vous m'entendez? Là, on vous entend tout à fait. Je vous remercie pour cette présentation très intéressante. Une dernière question en ce qui me concerne. C'est un projet transverse d'acculturation. Le projet que vous avez présenté, ces différentes phases, qui implique différents acteurs, différents métiers dans l'entreprise. En général, quel est le chef de projet d'un tel projet? Alors, ce qu'on recommande souvent, c'est d'essayer de partir du haut, c'est-à-dire définir le fil rouge stratégique, et après, on essaye de le faire par domaine métier. Parce que souvent, c'est quand même trop hétérogène pour les faire en même temps. Et dans ce cas-là, le chef de projet, alors ça dépend de ce que l'on cherche. La prise de décision, ce qu'on recommande reste au niveau de la direction générale. En revanche, le contenu et le driver, c'est très souvent, si on prend une équipe finance, ce serait très souvent, par exemple, le responsable du contrôle de gestion. Où là, justement, le but, c'est de trouver quelqu'un qui ait une position suffisamment élevée dans l'organisation, d'être capable de prendre des décisions et de prendre les bonnes, mais pas trop éloigné du terrain non plus. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Partiellement, parce que si s'il y a un enjeu important derrière d'organisation, voire de monter en compétence de l'ensemble de l'organisation sur la data, parce que ce qu'on aperçoit, si je fais le diagnostic chez nous, on a des niveaux très hétérogènes déjà dans les métiers. D'accord? Et l'enjeu, c'est d'emmener tout le monde, si je le mets. Et donc, on va forcément, il faut un chef de projet qui a un impact sur l'ensemble de l'organisation pour montrer l'importance, déjà pour faire comprendre de l'importance de la data. Donc, le découper par métier, on fait encore des silos. Et est-ce qu'on emmène tout le monde? Alors, j'en suis pas convaincue de l'expérience de ce que je vis. Alors, je vais reformuler ce que j'ai essayé de dire. Dans ce que vous décrivez, souvent, ce qu'on va proposer, c'est de faire un tronc commun, on va dire, au début pour tout le monde, et après de peaufiner, puisque justement, on va avoir des enjeux qui ne sont pas nécessairement les mêmes, surtout si les niveaux de maturité ne sont pas pareils. Donc, idéalement, le sponsor de ce genre de projet, ce serait le data officer ou le chief data officer, ça dépend comment ça s'appelle, pour peu qu'il existe. Et donc, si par contre, ce rôle n'existe pas encore au sein de la société, on ne va pas le créer en même temps parce que ça ne sert à rien de mettre une étiquette sur quelque chose qui n'est pas encore rempli. Mais dans ce cas-là, en fait, Elisabeth, la vraie réponse, c'est ça dépend. Et il faudrait essayer de trouver le bon sponsor ou la bonne sponsor qui justement remplit le cahier des charges. Mais là, malheureusement, il n'y a pas de réponse par défaut. Ce que je peux vous dire par contre d'expérience, c'est qu'assez souvent, c'est une personne donc, qui se situe au niveau de comité de direction et assez souvent qui vient soit du domaine de la vente, soit du domaine de la finance, puisque souvent, ce sont les deux domaines, on va dire, avec le plus d'impact dans les prises de décision. Je dis bien souvent, pas tout le temps. Est-ce que c'est un peu plus clair? Tout à fait. Merci pour cette précision. Ouais. Elisabeth, vu que je suis encore en ligne, je confirme ce que dit Antoine. Nous, c'est l'organisation qu'on a aujourd'hui. En fait, c'est tiré par le chief data officer, cette partie-là, culturation.
Après, là où je vous rejoins, c'est que c'est vrai que on a des niveaux un peu hétérogènes. C'est vrai que c'est pas obligatoire de mettre tous les podcasts, les formations, les niveaux, l'acculturation, que tous les collaborateurs aient le même niveau. Donc, nous, après, voilà, le plus complexe, c'est de se dire, ben, ces collaborateurs, ils ont besoin de ce type d'acculturation-là et ceux-là, ce type d'acculturation-là. C'est plus ça et c'est surtout compliqué à maintenir dans le temps. Mais bon, il faut avoir des bras, comme on dit, pas de bras, pas de chocolat. C'est ça sur quoi nous, on est un peu confrontés aujourd'hui. Merci. Merci Toufik. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réactions? Alors, je vois encore quelqu'un qui a levé la main. Nathalie, ça va arriver. Je sais que je me répète, il faudra juste penser à ouvrir son micro. Vous m'entendez? Oui, Oui. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Alors, moi, je suis un peu novice dans ce domaine. En fait, je n'étais pas du tout sur le poste que je suis actuellement. Je suis responsable référentiel ERP. Et donc, l'acculturation était un thème qui m'intéresse parce qu'on m'a demandé, en fait, de prôner un petit peu ce discours-là au sein de ma société. Je suis dans un groupe avec 2 ERP différents et mon but est d'entreprendre une homogénéisation des données dans chacun des ERP pour après aboutir sur un ERP commun. Et donc, je suis c'est la deuxième présentation que vous faites que je suis pour commencer à appréhender des nouveaux termes. Je ne viens pas du tout de ce domaine-là. Est-ce que vous donnez des formations, vous pourriez m'aiguiller sur des formations que je pourrais suivre pour me sentir un peu plus compétente et acquérir des notions supplémentaires, parce que pour le coup, en interne, c'est un petit peu léger. Et donc, je voudrais pouvoir me sentir un peu plus compétente dans le domaine. Alors oui, on propose des formations surtout autour justement de tout ce qui concerne l'interaction avec la donnée. En revanche, ce que l'on ne propose pas sont des formations spécifiques à un ERP ou à un autre. Donc, oui, c'est pour ce qui est du fonctionnement de chacun des ERP. Tout à fait. Si ce sont des grands acteurs du marché, il y a moyen qu'on les connaisse bien. Donc moi, dans mon cas, par exemple, SAP, AX, Sage, j'ai l'habitude de travailler avec, donc ça pourrait être aussi quelque chose, pourquoi pas, qu'on pourrait imaginer, mais de façon globale, oui. On a des formations justement pour monter en compétence dans son interaction avec la donnée. Et après, avec ce que vous décrivez, je pense que le volet métier doit être déjà assez bien assis. Donc, ce dont vous auriez besoin, c'est sans doute plus comment imaginer demain le modèle de données doit changer, comment gérer la transition. Est-ce que c'est plutôt ça le… Oui, c'est ça. Et puis faire en sorte de faire comprendre à certains. Là, on est dans une mise à jour du système pour les clients, et donc il faut faire comprendre aux commerciaux l'importance que les données que moi je peux rentrer dans le système soient précises pour pouvoir après les basculer dans l'ERP qui sera notre ERP définitif. Enfin, il y a aussi ce projet d'acculturation un petit peu auprès des commerciaux, mais auprès d'autres personnes. Je m'occupe de la création des codes articles. C'est un peu plus précis, je pense, que les domaines dont les personnes parlaient un petit peu avant, mais parfois, je me sens un petit peu perdue. Et donc, je voulais savoir s'il y avait des formations dans ce domaine-là. Tout à fait. Je pense que le mieux, Nathalie, ce serait éventuellement que, pareil, vous nous envoyiez un message via le formulaire de contact. On prend rendez-vous et comme ça, on pourra en échanger aussi plus en profondeur pour voir dans quelle mesure on peut éventuellement vous accompagner. Ok, merci. Merci à vous. Est-ce qu'on a d'autres remarques, d'autres questions, d'autres interactions? Merci à tous les deux. Je suis encore en ligne, donc merci pour cette présentation claire et on reste en contact. Parfait. Merci Toufik. Et je pense que Assia va nous donner le mot de la fin, puisqu'en plus, c'est l'heure d'aller manger. Oui, exactement. Écoutez, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Donc, comme je vous l'ai dit, vous allez recevoir de toute façon la présentation par mail.
Et puis, n'hésitez pas, voilà, à nous contacter directement via le formulaire que Antoine vous a donné dans le chat ou directement sur le site web ou bien par mail, différents moyens. Et donc, voilà, ça touche à sa fin et je vous souhaite du coup bon appétit à vous et une bonne journée à vous aussi également. De ma part Merci. également. Merci Bonne journée. et on espère à bientôt. Au revoir. Yes. Au Au revoir. revoir.